Bienvenue. Je me présente, je suis M. Amoun Jinsib, professeur principal émérite des sciences physiques, direction régionale Tunis 1. Le travail que nous présentons est fait sous la direction et ingénierie didactique et physique de M. Ali Soltani, inspecteur général des d'enseignement aux écoles préparatoires et au lycée. Durant la présente séance, on se propose de faire une partie de leçon concernée aux élèves de la 4e année filière sport et qui s'ancre dans le cadre de thème énergie. Chapitre énergie mécanique, leçon énergie cinétique et travail. Nous introduisons notre séance en commençant par le mot énergie. La signification du mot qui vient du grec des mots en et qui veut dire intérieur et ergon qui veut dire travail. Ainsi, le sens général du mot énergie implique la capacité de faire un travail. Mais le concept énergie est traité souvent et mentalement comme étant le travail d'une force ou comme étant le concept force. Là, il y a une interférence entre les significations des concepts. Alors, une question, quelle est la différence entre ces trois concepts? Donc, pour ce faire, on a choisi une situation déclenchante qui nous renvoie aux Jeux olympiques qui ont eu lieu à Rio de Janeiro 2016. Le vainqueur de l'épreuve de lancer du poids Ryan Cruiser a réussi un jet d'une distance de 22,82 mètres, un record du monde du lancer du poids. Alors la question qui se pose, après avoir regardé cette vidéo, voilà donc la vidéo qui illustre le jet et le record du monde fait par Ryan Cruiser. Voilà donc une question. Donc, on va chercher comment expliquer cette performance sportive. Alors, pour ce faire, on va essayer de diviser notre travail sur trois parties. La première partie concerne les actions mécaniques. Donc, pour cela, on va essayer de décrire et de faire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le système boulet, juste avant et après le lancer effectué par l'athlète. Donc, avant le lancer, le boulet est soumis à l'action du poids, une action exercée par la terre sur le boulet. La force F, l'impulsion de l'athlète sur le boulet, et la réaction de la main et du cou de l'athlète. Après le lancer, le boulet est soumis uniquement à son poids. Voilà donc description des actions mécaniques. Donc tout d'abord, notons qu'une force est dite constante lorsque sa valeur, son sens et sa direction ne varient pas au cours du temps. Prenons le cas du poids. Et la question qui se pose, est-ce que le poids est une force constante ou variable? Commençons par la direction. Au cours de son mouvement, le boulet ne perd pas de masse. Donc la masse, c'est bien une constante. En un même lieu de la Terre, le poids garde une valeur constante. Le sens reste constamment dirigé vers la surface terrestre, c'est-à-dire vers le bas. Et la direction est la même, qui est la verticale en tout point de la trajectoire décrite par le boulet. Donc le poids est une force, est une action constante. Donc on va essayer de décrire les effets d'une action mécanique. Donc lorsqu'un système est soumis à une action mécanique, les principaux effets qu'il peut subir sont soit un changement de trajectoire, une déviation, soit une modification de vitesse, une accélération ou bien une décélération, un ralentissement, soit une mise en mouvement, soit un arrêt, soit un équilibre, soit une déformation
une cassure ou bien une variation de volume. Donc toutes ces modifications-là, on peut les classer en deux modifications. Soit une modification de mouvement, soit une modification de forme. Donc si on résume, les actions mécaniques ont pour effet une modification du mouvement ou une déformation. On va passer maintenant à l'énergie cinétique. On va essayer de le définir à partir du mot grec. Donc cinétique du grec, c'est kinétikos et qui signifie mouvement. D'où l'appellation énergie du mouvement ou énergie cinétique. C'est l'énergie liée au mouvement, c'est-à-dire à la vitesse. Donc le cas du boulet après le lancer. Donc le boulet après le lancer est animé d'une vitesse, donc il possède une énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un point matériel en mouvement est notée EC est définie par l'expression EC égale 1/2 mv carré. EC étant l'énergie cinétique en joules. La masse M du boulet ou bien du corps de façon générale est exprimée en kilogrammes. La vitesse, elle s'exprime en mètres secondes moins 1. Là, on va essayer de présenter quelques ordres de grandeur d'énergie cinétique. On va commencer par l'énergie cinétique de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Elle est voisine de 2,7 puissance 33 joules. Une énergie cinétique d'une balle de tennis, sachant qu'une balle de tennis a une masse de 58 grammes. Lors d'un service de 200 km/h, l'énergie cinétique est de 90 joules. L'énergie cinétique d'un moustique volant est de 1,602 x 10-7 joules. L'énergie cinétique moyenne d'une molécule à température ambiante, elle est de 4,37 10 puissance moins 21 joules, soit 0,0273 électronvolts, sachant qu'un électronvolt, 1,6 10-19 joules. On va passer maintenant à l'énergie cinétique d'un système matériel, sachant qu'un système matériel est un ensemble de points matériels. Donc l'énergie cinétique à l'instant donné d'un système de n points matériels de masse respective mi, dotés chacun d'un mouvement à une vitesse vi par rapport à un repère donné, est égale à la somme des énergies de différents points. Soit donc EC égale 1/2 la somme des mi vi au carré. Le cas d'un solide en translation, bien sûr un solide en translation c'est bien un système dont les différents points sont dotés de vitesse vi qui est égale à la vitesse du centre de gravité. Et par suite, l'énergie cinétique du système d'un point matériel égale 1/2 mi vi au carré. L'énergie cinétique du solide égale EC 1/2 Vg carré multiplié par la somme des masses de différents points matériels. D'où, si on pose la masse totale M égale la somme des mi, on obtient une expression d'énergie cinétique équivalente à l'expression de celle d'un point matériel, soit EC égale 1/2 m V carré avec M égale la somme des mi. Maintenant, on passe aux notions de travail d'une force. Donc, soit une force F constante dont le point d'application se déplace entre deux positions A et B. Son travail entre ces deux positions-là ne dépend pas du chemin suivi. Et par suite, on note WF de A vers B égale à F scalaire AB. WF, le travail de F, le déplacement de la position A vers la position B. F scalaire AB, mathématiquement, c'est le produit de la norme de F multiplié par la distance AB, multiplié par cosinus l'inclinaison que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement AB. Donc, on écrit WF de A vers B, travail de F de A vers B, et puisque ce travail-là ne dépend pas du chemin suivi, on peut l'écrire de A vers C,
puis de C vers B. Donc, le chemin A vers B, on peut le faire allant de A vers C, puis de C vers B. Et puisque ce travail-là ne dépend pas du chemin suivi, on écrit travail de F de A vers B égale travail de F allant de A vers C, plus travail de F allant de C vers B, qui est égal à F scalaire CB égale à F AB cosinus alpha. Le travail de F allant de A vers C est nul. Pourquoi nul? Puisque là, la force F est perpendiculaire au déplacement AC. Et par suite, l'inclinaison vaut 90 et cosinus 90 égale à 0. Donc, travail de F de A vers B se réduit uniquement au travail de F allant de C vers B. Alors, le travail s'exprime dans le système international en joules. La norme de F s'exprime dans le système international en newton. Et la distance AB, qui est la norme du vecteur AB, s'exprime en mètres. Alors, pour mieux cerner les choses, on va essayer de voir cette animation-là. Voilà donc, on représente la force F par le vecteur force et le déplacement qui est le segment L, un déplacement élémentaire. Là, on va essayer de faire varier à chaque fois l'inclinaison que fait le vecteur déplacement avec le vecteur force. Voilà donc, là, le vecteur déplacement et le vecteur force sont collinéaires et par suite, on obtient un travail positif, qui est un travail moteur, et par suite, la force, dans ce cas-là, est une force motrice. Donc, on va changer d'inclinaison. On va mettre une inclinaison de 90 degrés. C'est-à-dire, on va prendre le cas où la force est perpendiculaire au déplacement. Voilà, dans ce cas-là, observez bien qu'à chaque fois, le travail est nul et ne change pas de valeur, puisque la force est perpendiculaire au déplacement. On va prendre le cas d'une force résistante. Donc, pour ce faire, on va augmenter l'inclinaison. Voilà donc. On va essayer de suivre l'évolution de ce travail-là, qui garde constamment un signe négatif. Observez bien. Voilà donc une expérience qui nous permet de dire que le travail est une grandeur algébrique, soit elle est positive, c'est-à-dire un travail moteur et la force correspondante est une force motrice, soit elle est nulle, et là, la force ne travaille pas lorsqu'elle est perpendiculaire au vecteur déplacement, soit le travail est négatif et la force, dans ce cas-là, est résistante. Donc, des cas particuliers, le travail du poids d'un corps est indépendant aussi du chemin suivi. Mais là, on va essayer de déterminer des expressions simplifiées du travail du poids. Donc, lors d'une descente d'une position A vers une position B, le travail de P se réduit, le travail du vecteur poids, du force-poids, se réduit uniquement soit à mgh ou bien moins mgh, selon le déplacement de haut vers le bas, ou bien le déplacement de bas vers le haut. Là, donc, on peut avoir les deux cas, et même un travail nul lorsqu'il s'agit d'un déplacement sur une ligne droite horizontale. Donc, on va essayer d'examiner une autre animation. Donc là, durant l'animation suivante, on va essayer d'examiner et de suivre comment évolue le travail du poids lors d'une montée d'une position à l'autre et de mettre en évidence que ce travail-là ne dépend pas encore du chemin suivi. Voilà, donc lors d'une montée de A vers B, on va essayer de voir la valeur du travail. Voilà, donc c'est une valeur négative et qui est égale à moins 100 kJ. Et lors de cette montée-là, le poids est résistant. Lors d'un déplacement horizontal de B vers C, le travail allant de B vers C de P est nul. Et dans ce cas-là, le poids est constamment perpendiculaire au vecteur déplacement BC.
lors d'une chute de C vers D, une descente de C vers D, notez bien que le travail W de C vers D de P égale à 55 kJ, une valeur positive qui correspond à un travail moteur, et par suite le poids durant la descente de C vers D est une force motrice. Et là, donc on va essayer de déterminer le travail du poids allant de A vers C puis vers D. Un second chemin, donc premièrement on a fait le chemin de A vers B, puis de B vers C, puis de C vers D. Maintenant on va essayer de voir un autre chemin de A vers C, puis vers D. Donc de A vers C, c'est bien une montée, c'est pratiquement égal à la montée de A vers B, puisque ça correspond à la même altitude, et ce travail-là est égal à moins 100 kJ, qui est encore une valeur négative, et par suite, lors du déplacement de A vers C, le travail du poids est résistant et la force poids est résistante. Donc, lors de la chute de C vers D, on note un travail positif et par suite de C vers D, le poids est moteur. En même position A, pratiquement pas de déplacement et par suite, le travail est nul. Donc, cette expérience-là nous a permis de mettre en évidence qualitativement et expérimentalement que le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi. Elle est la même et elle dépend de l'état initial et de l'état final. Donc voyons bien là que le travail agit sur les états du système, alors que la force est un agent qui agit sur le système lui-même. On va passer au travail d'une force d'intensité variable. La tension du ressort. Voilà donc un système ressort solide. Le poids est toujours dirigé vers le bas, vertical. La réaction du plan, elle est toujours normale au plan. Et la tension du ressort qui varie en sens et en valeur. Dans le cas d'un ressort comprimé, la tension du ressort qui est considérée comme étant une force de rappel, elle rappelle le solide de sa position d'équilibre. Elle ne le laisse pas s'éloigner de sa position d'équilibre. Et tantôt, elle a un sens du solide vers le ressort, tantôt elle a un sens du ressort vers le solide dans le cas d'une compression. Et le travail de cette force-là, elle est tout simplement donné par l'expression Wt de A vers B lors d'un déplacement du solide de A vers B qui correspond à une compression du système ressort ou bien une dilatation. Dans tous les cas, c'est une déformation du ressort. Donc ce travail-là, il est donné par l'expression 1 demi K, la raideur du ressort, multiplié par XA au carré moins XB au carré. De même, ce travail-là, il est exprimé en joules dans le système international. Et les deux déformations aux positions respectives A et B sont exprimées en mètres. Donc, on va essayer maintenant de faire une petite évaluation. Donc, pour ce faire, on a choisi une gouttière ABC sert de parcours à un solide S supposé ponctué, de masse M égale à 0,1 kg. Le mouvement a eu lieu dans un plan vertical. La partie curviligne est un arc de cercle parfaitement lisse où les frottements sont supposés négligeables. Le mobile est lancé en A avec une vitesse verticale dirigée vers le bas et deux valeurs 5 mètres secondes moins 1 et qui glisse sur la portion curviligne AB. Donc voici le parcours, la partie curviligne AB. Et là, sur cette partie-là, le solide est lancé en A avec une vitesse initiale de 5 mètres secondes moins 1. Donc tout donné, l'angle, plutôt l'arc, a une ouverture de 90 degrés. Le rayon du cercle formant la partie curviligne, elle est de 1 mètre. La partie BC qui est rectiligne, elle est de 1,5 mètre. Et la constante de pesanteur G égale à 10 mètres secondes moins 2. Donc une première question,
calculer l'énergie cinétique du mobile S au point A. Donc pour ce faire, tout simplement, on écrit l'expression pour le système solide A. ECA égale 1 demi mv au point A au carré. Tout calcul est fait, on trouve ECA égale 1,25 joules. Une deuxième question consiste à calculer le travail de chaque force s'exerçant sur S le long du déplacement AC. Donc pour le système solide, le bilan des travaux des forces le long du déplacement de A vers C, on a dit donc que le travail ne dépend pas du chemin suivi, soit de A vers B vers C. Donc le cas de la réaction R qui a une direction qui varie, travail de R égale à 0 et R elle est perpendiculaire au déplacement dans la portion AB et dans la portion BC. Donc, sur la portion AB, R est une force variable car sa direction change au cours du temps et elle reste perpendiculaire à la tangente à l'arc en tout point au cours de son déplacement. Donc, passons maintenant au travail du poids. Donc, P est une force constante. Son travail est indépendant du chemin suivi. Donc, le long du parcours AC, travail de P égale à mgh puisqu'il s'agit d'une descente de A vers C. Et cette descente-là, elle se fait d'une altitude h. Et cette altitude-là est équivalente au rayon de l'arc circulaire R. Donc, d'où l'expression travail de P tout simplement égal à mg fois R. Tout calcul est fait, travail de P de A vers C égale à 1 joule. Donc, à chaque fois là, on insiste que le fait lors d'une descente, le travail du poids est moteur et par suite le poids est aussi moteur. Donc, en conclusion, on est parti au départ d'une situation qui fait une ambiguïté. Est-ce que l'athlète agit sur la force, agit sur le déplacement ou agit sur l'énergie pour augmenter sa performance? Donc là, le système étudié, c'est le boulet, mais le boulet est lancé avec une telle performance plus loin lorsque il essaie d'augmenter le travail, puisque le travail lui-même, ça dérive de l'énergie. L'énergie est la capacité de produire un travail. La force est l'agent qui provoque les changements et le travail réalise un changement sur l'état du système. Donc le tout exercé sur le système, l'énergie n'est qu'une mesure de changement du système. Et par suite, là, une forte impulsion du boulet avec une précision concernant l'inclinaison, le déplacement, la force, ça donne un record, et un record de 22,82 mètres pour cet athlète américain. Donc, une petite conclusion, l'énergie pure n'existe pas. Suivant le système considéré et la nature du changement, on lui associera une énergie. Soit elle est mécanique, soit elle est thermique, soit elle est électrique, une énergie de rayonnement ou une énergie nucléaire, etc. Donc, l'énergie, fondamentalement, a une propriété, il se transfère et se transforme. Donc, comme question de culture scientifique, est-ce que le travail entraîne la fatigue? La réponse à cette question est, en science, le travail est en rapport avec la force, dont son point d'application se déplace. La fatigue, soit du corps, soit de l'esprit, qu'on prend pour faire quelque chose. Donc, comment expliquer que l'énergie cinétique est une forme d'énergie? Par contre, le travail n'est pas une forme d'énergie. Tout simplement, un système possédant de l'énergie lorsqu'il est capable de produire du travail. Voilà donc, on est arrivé à la fin de la séance. J'espère que
tout ce qui est présenté durant cette séance en animation, vidéo et présentation du cours vous donne un apport cognitif. Merci de votre attention.